Donc, merci beaucoup de votre présence aujourd'hui. Comme Karine m'a présenté, je m'appelle Julie Blackburn. Je suis directrice au groupe Investors, directrice de division. Je suis aussi représentante en épargne collective puis conseillère en sécurité financière. J'ai fait la présentation aujourd'hui avec Claude Bureau, un collègue à moi qui est aussi représentant en épargne collective puis conseiller en sécurité financière. Qu'est-ce que ça veut dire, tous ces beaux titres-là? Dans le fond, on est des spécialistes en assurance puis des spécialistes en placement. Donc, aujourd'hui, comme travail, nous, dans notre vie de tous les jours, ce qu'on fait, c'est qu'on rencontre des gens pour leur faire leur planification financière. Ceci étant dit, on est un peu en conflit d'intérêts ce soir en vous faisant cette présentation-là, parce que nous travaillons avec plusieurs compagnies d'assurance avec nos clients. Donc, je pense que c'est important qu'on vous le dise, mais aujourd'hui, notre but, c'est vraiment pas de vous vendre un produit ou vous parler de produits, c'est vraiment pour vous donner des conseils dans le contexte que vous avez fait des tests génétiques là, sur le cancer. Donc, je veux que vous sachiez qu'on est vraiment là à titre plus informatif ici ce soir. Fait qu'on va faire aujourd'hui, ce qu'on va vous expliquer, c'est la façon de faire des assureurs au niveau des acceptations des propositions d'assurance puis leur tarification. Je pense que c'est important à comprendre comment les assureurs fonctionnent lorsqu'on veut souscrire à un produit d'assurance. Je suis persuadée que plusieurs d'entre vous, d'ailleurs, ont vécu des situations stressantes, peut-être même frustrantes dans le passé avec certaines compagnies d'assurance ou avec des conseillers en sécurité financière. Mon but ici, ce n'est pas de les défendre ou de les protéger. Vraiment, là, c'est parce que chaque situation a son niveau de complexité puis est unique. Donc, il ne faut pas tuer le messager, qui est moi ce soir. Notre but, c'est de vous donner des conseils ou des alternatives selon votre situation qui est propre à vous. Donc, on va voir qu'il n'y a pas seulement les antécédents familiaux qui influencent la décision des assureurs lorsqu'on souscrit à une police d'assurance. Je veux spécifier aujourd'hui aussi que les conseils qu'on va vous donner garantissent aucunement une acceptation future si jamais vous souscrivez à une assurance future. Mon but, c'est vraiment pas de créer des faux espoirs, mais vraiment d'essayer de vous aider dans le contexte actuel. Aussi, afin que la présentation se déroule dans le temps, nous resterons à votre disposition à la fin de celle-ci pour répondre à vos questions plus spécifiques. Donc, ça va nous faire plaisir de répondre aux questions d'ordre plus général, mais si jamais vous voulez parler de votre cas spécifique, n'hésitez pas à venir nous voir après la présentation, moi et Claude. On va pouvoir un peu plus démystifier parce qu'il faut qu'on vous pose beaucoup de questions des fois pour pouvoir bien répondre à votre question. Donc, pour l'ordre du jour, on va commencer par vous mettre en situation sur les réflexions qui sont propres aux tests génétiques puis à l'assurance vie au Canada. Ensuite, on va vous présenter de quelle façon les compagnies d'assurance établissent leur tarification. On va vous présenter un témoignage d'une personne qui a vécu une situation vraiment frustrante et pénible par rapport aux assurances. Ça aurait pu être évité avec les conseils qu'on va vous donner dans les présentations aujourd'hui. Ensuite, je vais vous présenter une façon de faire que nous, on appelle protocole, mais c'est afin d'éviter d'avoir un rejet systématique de votre police d'assurance puis que ce soit inscrit au MIB. Le MIB, c'est le Medical Insurance Bureau. Donc, en français, on entend toujours MIB, mais en français, c'est Bureau des renseignements médicaux. Donc, lorsqu'on fait une police d'assurance, que c'est refusé ou que même il y a une surprime, c'est toujours inscrit à ce MIB-là dont je vous parle. Et ça, c'est nord-américain, donc on l'a au Canada et aux États-Unis. Je vais vous expliquer un petit peu plus loin qu'est-ce que ça fait dans vos polices d'assurance pour que vous le compreniez davantage. Ensuite, on va vous parler d'un exemple de cas où le protocole dont je vous parle a été utilisé, puis dont le client a reçu sa police d'assurance puis qui a été accepté. Ensuite, on va vous expliquer l'importance d'assurer vos enfants, et ce, le plus tôt possible, puis que ça peut être un avantage pour vous également. Ensuite, je vais vous résumer les différents conseils que je vous ai donnés tout au long de la présentation, parce que vous allez voir, il y en a quelques-uns à travers tout ça. Fait que juste pour vous mettre en situation, on est conscient que plusieurs d'entre vous ont fait des tests génétiques pour savoir s'ils sont porteurs de la mutation du BRCA1 ou BRCA2 ou qui ont eu de la parenté, qui ont eu un cancer à un très jeune âge. On est conscient aussi que ça a pu entraîner des résultats négatifs auprès des compagnies d'assurance ou sous des surprimes lorsque vous avez fait des propositions d'assurance.
Je vais vous faire part de certains constats, puis des réflexions qui sont faites par différents chercheurs et des spécialistes, et pour vous mettre un peu en contexte. En 2003, la recherche sur l'opinion publique concernant les renseignements génétiques et leur protection a démontré que la vaste majorité des Canadiens s'opposent à ce que les compagnies d'assurance puissent demander des informations sur leur statut génétique à un candidat à l'assurance, et ce, même si ce dernier dispose au préalable de cette information. À l'opposé, l'Association canadienne des compagnies d'assurance de personnes disent « Les assureurs ne demandent pas aux candidats à l'assurance de se soumettre à des tests génétiques. Cependant, si un tel test a déjà été effectué et que le proposant ou son médecin ont accès aux résultats du test, l'assureur cherchera à obtenir cette information au même titre que les autres éléments des antécédents médicaux du proposant. » Donc, suite à cette recherche-là qui a eu lieu en 2003, il y a un groupe de travail qui a été composé d'actuaires, de représentants en compagnie d'assurance, de médecins, de spécialistes, qui a été créé. Il y a différentes solutions qui ont été proposées via ce groupe de travail-là pour essayer de diminuer l'écart substantiel qu'il y a entre les deux courants de pensée, puis dans le but de faire progresser, dans le fond, le débat sur la génétique et l'assurance au Canada. Ce groupe de travail existe encore aujourd'hui et le débat continue. Je vais vous parler de quelques approches potentielles qui ont été discutées dans ce groupe de travail-là pour voir c'est quoi les propositions qui ont été faites. Donc, en 2004, ce groupe de travail-là a proposé l'interdiction complète de l'utilisation des tests génétiques dans le processus d'évaluation d'un dossier client pour les assureurs. Puis, il y a aussi une proposition qui disait continuer l'utilisation de ces tests tels que c'est le cas présentement, puis lorsque les gens en font un, qu'ils doivent les déclarer quand ils font des propositions d'assurance. Malheureusement, ces deux propositions-là nous disent que si on les mettait en place, les primes d'assurance augmenteraient au lieu de rester à un niveau dont c'est présentement. Comme par exemple, permettre aux assureurs d'utiliser les tests génétiques comme base de calcul du risque pourrait décourager certains individus, particulièrement ceux à haut risque, d'acheter un niveau de couverture adéquat à cause du prix substantiellement plus élevé des primes d'assurance vie. Il fait chaud, hein? Il fait chaud. Est-ce qu'on parle d'assurance vie actuellement? D'assurance en général, oui. Assurance vie, maladie grave, invalidité. OK. C'est sûr, oui. Non, vraiment juste assurance de personne. Fait que. Pas médicaments de voyage. Non, non. Avec nos licences de conseiller en sécurité financière, on ne peut pas faire d'assurance voyage ou médicaments. Donc, la première option dont je vous parlais, ça ferait encore une fois augmenter les primes d'assurance vie. Fait que ça aurait comme conséquence de restreindre inutilement le rôle de l'assurance vie comme sécurité de revenus pour les membres de la famille du survivant. Fait que ça ferait augmenter les prix. Puis d'autre part, s'il y avait une interdiction législative d'utiliser les tests génétiques, ça pourrait encore une fois entraîner un phénomène d'anti-sélection, puis une hausse généralisée des prix de l'assurance vie. Pardon? Parce que le risque serait c'est ça, le risque serait plus grand pour les assureurs de ne pas avoir accès à ces informations-là. Fait que malheureusement, dans le groupe de travail, ils ont déterminé que ça ferait augmenter les primes, justement, que nous, on paye avec nous. L'assureur prend ça? Non, c'est dans le groupe de travail. Donc, c'est vraiment tout à fait indépendant. Là. Il y a des assureurs qui font partie de ce groupe de travail-là, les actuaires. Aussi, c'est eux qui déterminent les tarifications puis les primes d'assurance. Fait que c'est à l'aide de ce groupe de recherche-là. Donc, encore une fois, on n'atteindrait pas le but qui fait en sorte que les gens soient suffisamment assurés en cas de décès. Fait que ce débat-là peut prendre vraiment un certain temps, mais je pense que c'est important de savoir qu'il y a des chercheurs, des cliniciens, des assureurs, des groupes de patients qui se parlent afin de faire progresser la situation telle qu'elle est présentement. Mais pour le moment, là, le Canada maintient son statu quo, puis les gens qui font des tests génétiques doivent le déclarer lors d'une demande de police d'assurance. Maintenant, afin de comprendre c'est quoi les impacts d'un test génétique puis des antécédents familiaux sur l'acceptation d'un dossier d'assurance,
il est primordial de comprendre de quelle façon sont établies les primes d'assurance. On va voir qu'il y a plusieurs facteurs qui sont pris en compte pour établir le montant de la prime payée par les gens qui ont des polices d'assurance. Fait que dans les prochaines diapositives, je vais vous expliquer quels sont les facteurs principaux d'influence que les assureurs utilisent pour établir les primes d'assurance payées par les clients. La tarification s'établit à partir de 3 facteurs principaux: le taux de mortalité, le taux d'intérêt anticipé, les frais d'administration. Pour le taux de mortalité, je vais y revenir dans une diapositive suivante pour vous en parler davantage parce qu'il y a un gros impact à ce niveau-là sur les primes d'assurance. Le taux d'intérêt, lui, anticipé, ça fait référence au rendement moyen anticipé, dans le fond, de l'argent qui est recueilli puis investi par l'assureur avec les primes d'assurance-vie que les gens paient. Fait que ça sert à payer les réclamations aussi, puis ils se gardent aussi une marge de profit pour eux. Ça fait partie du taux d'intérêt anticipé. Ensuite, les frais d'administration correspondent aux frais de vente, aux dépenses liées au réseau de distribution, aux frais d'établissement de contrat, puis aux frais d'exploitation de la compagnie. Ça, c'est pas plus élevé, ces frais-là, parce que les porteurs de gens... Non, c'est vraiment en général. Ça, c'est vraiment pour tous les gens qui souscrivent à l'assurance. C'est là que vous allez voir par la suite avec le taux de mortalité, qu'est-ce qui a un impact sur la prime payée par les gens. Un des facteurs les plus influents dans la détermination de la prime d'assurance, c'est vraiment le taux de mortalité. Ça représente le rapport entre le nombre de décès et la population totale dans un lieu et un espace-temps déterminé. Les différents facteurs qui sont pris en compte par les assureurs qui peuvent influencer le taux de mortalité sont l'âge et le sexe, comme par exemple l'espérance de vie des femmes est beaucoup plus grande que celle des hommes. C'est pour ça qu'une prime standard en assurance-vie d'une femme versus un homme avec le même âge va être beaucoup moins chère que celle pour l'homme. Ensuite, il va y avoir le lieu de résidence, l'emploi, la classe socio-économique, l'état de santé, puis sans oublier les habitudes de vie. Quand on parle d'habitudes de vie, c'est consommation d'alcool, fumeurs, non-fumeurs, utilisation de drogue, excès de vitesse en conduisant, il y en a plein. Donc, tout ça a un impact sur la tarification. Fait qu'une fois que toutes ces informations-là sont recueillies par rapport à l'assuré, ce dernier est assigné à un groupe qui correspond au risque similaire à ce type d'assuré-là. Fait que la prime est basée sur le risque de décès au cours de n'importe quelle année ultérieure. Donc, l'assurance-vie par rapport à ce que je vous disais au taux de mortalité. Le processus qui consiste à catégoriser les candidats à l'assurance dans un groupe comportant des risques similaires aux leurs s'appelle la sélection des risques. Cette technique est conçue de façon à ce que les personnes paient une prime correspondant à leur propre niveau de risque, dans le fond. Donc, une fois les critères précédents établis, le profil du client est établi selon son niveau de risque qui varie de standard à aggravé. Un risque standard, c'est un risque classifié régulier, tout à fait standard pour les compagnies, mais un risque aggravé, ça correspond à un taux de prime plus élevé. Fait que tantôt, quand quelqu'un me posait la question « qu'est-ce qui fait qu'on va payer plus cher », c'est qu'il va être dans une classe de risque aggravé. Il y a aussi le niveau de risque privilégié, puis lui, c'est dont le niveau de prime est plus bas là, que celui standard. Dans un énoncé sur la génétique, les tests génétiques et l'assurance qui est paru en 2000, l'Institut canadien des actuaires indique que 90 % des candidats à l'assurance-vie, donc ceux qui font des demandes d'assurance-vie, sont assurés à un taux standard. 90 % des gens qui font une demande correspondent au niveau standard en assurance-vie. Donc, les renseignements concernant l'état de santé de l'assuré, dans le fond, le dossier médical, les résultats des analyses de laboratoire puis des rapports médicaux, ainsi que les habitudes de vie, sont conservés de façon strictement confidentielle par l'assureur. Par contre, il y a certaines informations qui sont envoyées au MIB, Medical Insurance Bureau, que je vous parlais tantôt. Ça a été créé, dans le fond, dans le but d'identifier les candidats qui auraient reçu un refus ou une surprime suite à une demande d'assurance, puis qui iraient voir un autre assureur par la suite en omettant de donner une certaine information pour ne pas obtenir ce refus-là ou la surprime. Donc, c'est pour ça que ça a été créé, le Medical Insurance Bureau. Ça, vous pouvez toujours avoir accès à vos dossiers, okay, qui sont inscrits là. Vous pouvez aller sur leur site Internet puis faire une demande. Je pense que c'est gratuit une fois l'an
Puis si vous voulez le faire plus souvent, vous pouvez, moyennant un certain frais, vous pouvez y avoir accès. Quand vous faites une proposition d'assurance avec un conseiller en sécurité financière, vous devriez recevoir l'information pour comment contacter le MIB puis avoir accès à votre dossier avec le numéro qui est sur le formulaire. Et en contactant le MIB, ça ne donne pas une mauvaise note? Non, pas du tout. Okay. Non, ça vous appartient, là, c'est vraiment, il n'y a aucun problème à faire une demande pour ça. OK? L'information qui est transférée au MIB, c'est si on est refusé? Non, il y a certains types de vos renseignements médicaux, tout ça, mais même si vous seriez approuvé, il va quand même avoir des renseignements qui vont aller au MIB. Fait que ça peut être intéressant pour vous aussi de savoir c'est quoi l'information qui est là. Ça prend un numéro? Non, vous n'êtes pas nécessairement en avoir besoin d'un, mais quand vous souscrivez à une assurance, vous êtes censé recevoir cette information-là. Mais sinon, vous pouvez aller sur leur site Internet pour avoir tous les renseignements. Oui, madame? Une demande est reportée ou différée? Mm-hmm. Oui, oui. Une demande qui est reportée, c'est que des fois, ils vont vous demander d'attendre quelque temps pour avoir plus de renseignements sur une condition médicale ou peu importe la raison. Mais oui, ça va être donné au MIB. Fait que vous pouvez avoir accès à votre dossier avec eux. Okay. Donc, il y a aussi d'autres facteurs d'influence là, pour, dans le fond, déterminer les primes que les clients payent, dont les niveaux de risque puis les tranches de capital assurées. Par exemple, ça ne veut pas dire que si on prend une police d'assurance vie de 250 000, qu'elle va nous coûter plus cher qu'une police d'assurance vie de 200 000. Si on fait l'exercice pour une femme de 35 ans sur une assurance vie temporaire 10 ans, ça coûterait 13,95 par mois pour une police d'assurance de 250 000. Et si on s'assure pour 200 000, ça coûte 17,64 par mois. Ça, c'est un exemple qu'on a sorti là, dans nos systèmes. Fait que des fois, c'est important de savoir que la tranche d'âge, là, ça ne veut pas dire que vous prenez une assurance vie de 200 000 versus 400 000 qui va coûter 2 fois le double. Fait qu'il faut faire attention à ça. Et des fois, il y a des petits ranges, là, comme je viens de vous montrer, qui peuvent faire une différence aussi. Puis de plus, bon, les assureurs vont aussi prendre en compte la disparition d'un niveau de risque. Fait que, par exemple, un fumeur qui devient un non-fumeur peut le déclarer à son assureur pour faire baisser sa prime parce que le niveau de risque est disparu. Fait que tous ces facteurs sont pris en compte par les actuaires qui travaillent pour les compagnies d'assurance puis qui font l'établissement des primes. Nous, ce que Claude et moi, on a fait, on a vérifié avec les assureurs avec qui on travaille, c'était quoi la conséquence des tests génétiques et des antécédents familiaux sur leur politique à eux. Parce que d'une compagnie d'assurance à l'autre, ça peut varier un petit peu. Puis ce que je vais vous montrer dans les prochaines diapositives, dans le fond, c'est textuellement, qu'est-ce que les gens nous ont envoyé sur les questions qu'on leur avait posées. Fait que vous allez voir que ça peut varier un petit peu. Fait que la première nous dit « Les compagnies d'assurance-vie ont très peu de lignes directrices sur les tests génétiques, mais certaines sont présentement en révision pour une nouvelle législation pour ce genre de tests. » Donc, la compagnie qu'on a sondée était justement au courant peut-être de la problématique ou de l'effet que les tests génétiques pouvaient avoir comme impact. Ensuite, l'autre compagnie, une autre compagnie qui nous dit « Normalement, les cas de maladies cardiovasculaires ou de cancer chez au moins 2 parents proches, surtout s'ils sont âgés de moins de 55 ans pour certains, puis 60 ans pour d'autres, sont préoccupants. » C'est là qu'il pourrait y avoir des surprimes, des refus, des exclusions. Une autre compagnie nous dit « On considère un historique familial de cancer pour l'assurance-vie ou l'assurance maladie grave. Certains assureurs sont préoccupés par des membres de la famille immédiate qui ont été diagnostiqués avant l'âge de 60 ans. Ceci inclut l'historique familial du cancer du sein, des ovaires et de la prostate. » Pour l'assurance-vie, s'il y a seulement un cas de ces cancers avec un membre de la famille, il n'y aura probablement pas de surprime. Pour l'assurance maladie grave, un cas peut donner une surprime entre 125 et 150 % et une exclusion possible pour ce cancer. Fait que vous voyez que, dans le fond, les réponses des assureurs varient un petit peu d'un à l'autre. Oui. Parent proche, c'est quoi? Pardon? Parent proche, vous voulez dire quoi? Père, mère, frère, sœur. Merci. De rien. Un autre conseil qu'une compagnie d'assurance nous ont dit, dans le fond, pour l'assurance-vie puis l'assurance maladie grave, si l'âge de l'assuré est entre 10 ans de l'âge que le cancer est apparu chez le membre de la famille affectée, l'assureur s'attend à ce que l'assuré fasse des examens de routine.
À l'absence d'un examen routinier, l'assureur pourrait reporter le dossier, quand on parlait de reporter le dossier tantôt. Fait que je vous donne un exemple un peu plus concret. Par exemple, une femme assurée, si sa mère a été diagnostiquée avec un cancer du sein à l'âge de 45 ans, l'assureur veut voir un examen de routine à partir de l'âge de 35 ans. Quand je parlais de en dedans du 10 ans d'âge, donc 10 ans avant l'apparition chez le membre de la famille de commencer à avoir des examens de routine. Ensuite, la majorité des décisions basées sur les tests génétiques est basée sur l'historique qui est déclaré. Si un client a un test génétique, il doit le déclarer sur la proposition et l'assureur pourra utiliser cette information pour leur révision. C'est un peu ce que je vous expliquais tantôt là, en début de présentation, mais un assureur nous a excusez-moi, je suis allée un petit peu trop loin dans la présentation. Fait qu'en résumé, ah oui, excusez-moi, madame. En fait, une question, si on a déjà une assurance, puis ensuite de ça, on a fait le test génétique, est-ce qu'on doit le déclarer après ça à l'assureur? Pas si vous êtes déjà assuré. Par contre, si vous souscrivez une nouvelle assurance, oui, vous allez devoir le faire. OK? En résumé, vous devez transmettre l'information lors d'une demande d'assurance concernant votre test génétique. Puis cela va vous permettre aussi d'éviter des mauvaises surprises lors de la réclamation. Comme par exemple, en cas d'un décès, la succession demande l'assurance, puis elle pourrait être non versée là, si l'assureur apprend qu'il manquait des renseignements au dossier lorsque ça a été approuvé. Fait que vous devez aussi transmettre toutes les informations sur vos antécédents familiaux. Puis comme j'expliquais tantôt, quand on parle d'antécédents familiaux, c'est vraiment père, mère, frère, sœur, simplement. Puis il est important de faire un suivi régulier sur votre état de santé là, suite aux commentaires qu'ils nous ont dit, afin de démontrer à votre assureur que votre proactivité sur votre santé. Puis aussi le fait que si jamais il vous arrive quelque chose, vous allez être pris en charge beaucoup plus rapidement par votre médecin. Donc maintenant, je vais vous montrer un témoignage qu'on a reçu d'une femme. Fait que je vais vous expliquer la situation, puis je vais vraiment vous expliquer... excusez-moi, je vais vous expliquer par la suite qu'est-ce qu'on aurait pu faire avec le protocole dont je vous parlais en début de présentation. Parce que c'est vraiment une situation pour moi qui est inquiétante, puis qui est frustrante, puis qui a vraiment causé un stress inutile là, à la personne. Donc, je vous explique. Mise en contexte, c'est une femme, 38 ans, non-fumeuse et en excellente santé. Antécédent familial, sa mère a été atteinte d'un cancer du sein, maladie dont elle est décédée. Donc, elle a été diagnostiquée à 35 ans et sa mère est décédée à 38 ans. En raison de cette histoire, puis conformément aux directives actuelles de dépistage, Madame bénéficie d'un dépistage annuel par mammographie depuis l'âge de 30 ans. Sa mère est décédée au début des années 90, fait qu'elle n'a pas pu bénéficier à l'époque d'un dépistage génétique. En 2013, suite à une mammographie, Madame s'est fait demander une investigation complémentaire. Et suite à cette investigation-là, elle reçoit comme pathologie finale qu'elle a un fibroadénome. Le fibroadénome est une tumeur bénigne solide des tissus mammaires. Puis, Madame se fait recommander de continuer son suivi régulier. Elle se fait également recommander par la sénologue du Centre des maladies du sein un exérèse, puis elle décide de le faire. Fait qu'une mastectomie partielle en chirurgie d'un jour pour exérèse du nodule est effectuée. Pendant ces démarches-là, pendant ces démarches médicales, Madame se fait solliciter par un courtier d'assurance et décide d'attendre les résultats finaux de ses tests avant de procéder à une demande d'assurance. Elle fixe donc sa rencontre après sa chirurgie. Lors de sa rencontre, elle transmet toutes ses informations médicales au courtier, mais lui, il lui dit qu'étant donné le caractère bénin démontré du nodule, il n'y aura pas de problème. Elle complétera les demandes d'assurance vie et invalidité avec le courtier. Quelques semaines plus tard, le courtier contacte sa cliente pour lui dire que tout est beau, je vais vous faire signer les derniers papiers. Malheureusement, au moment de la signature du contrat, il l'informe d'un détail. Lui indique que, comme on s'y attendait, la compagnie a mis une exclusion pour tout ce qui concerne un diagnostic de cancer du sein éventuel et ce qui pourrait en découler, récidive, métastase. Donc, Madame ne veut pas signer les papiers d'assurance parce qu'elle ne s'attendait pas à ça, étant donné qu'elle s'était fait dire que tout allait être beau. Mais elle veut avoir plus d'informations concernant, dans le fond, cette exclusion-là.
Madame commence des procédures avec son courtier en assurance pour avoir plus de détails. S'ensuit donc une série d'appels avec le courtier, puis la compagnie d'assurance, plus la cliente. Puis ça va durer plus de 2 mois pour aboutir à rien. Finalement, les explications que Madame recevra seront toujours incomplètes, puis on va lui demander de signer des formulaires pour avoir accès à l'information, mais elle n'a jamais eu satisfaction de ce qu'elle avait demandé. Fait que ça a duré vraiment plusieurs mois. Fait que là, en conclusion, elle se retrouve avec une note à son dossier, le MIB, dont je vous ai parlé plus tôt, qu'elle doit dévoiler maintenant quand elle fait une demande de police d'assurance, mais elle ne sait pas pourquoi, puis elle ignore qu'est-ce qui est arrivé suite à cette exclusion-là. Puis elle s'est fait dire aussi que ce serait préjudiciable pour elle de faire d'autres demandes en assurance suite à cette exclusion-là. Fait que voici ses préoccupations, puis au fur et à mesure, je vais répondre aux questions de la dame. Fait que quel est l'impact de cette exclusion sur de possibles démarches ultérieures pour des produits d'assurance? Je ne peux pas vous donner une réponse très exacte dans le sens où ça dépend des assureurs. Ça peut changer d'une compagnie à l'autre, mais je vais vous parler d'un protocole plus tard qui pourrait aider à répondre à cette question-là pour cette dame-là. Ensuite, quels sont ses droits d'accès à cette information qui l'accompagne désormais? Elle peut faire une demande au Medical Insurance Bureau, donc pour avoir ces informations-là. Ensuite, cette information sera-t-elle effacée après un certain temps? Oui, après 7 ans, ça disparaît du dossier au MIB. Quelles sont les conditions d'exclusion liées à l'histoire familiale? Elles sont variables selon les assurances, selon les assureurs, puis dépendent du dossier complet là, de la personne. Puis la personne demandait aussi, est-ce qu'il y a dorénavant une possibilité qu'une compagnie m'offre une protection d'assurance de personnes sans cette exclusion-là? Oui, ça dépend des assureurs encore une fois. Fait que, avec le protocole que je vais vous présenter là, tout de suite après, Madame pourra avoir des réponses plus précises à ces questions. Fait que, vraiment, là, c'est une situation qui est un peu désagréable et très frustrante pour la Madame, puis que ça pourrait être évité. Fait que nous, on a conçu, Claude et moi, un protocole afin d'éviter toute trace de demande au MIB. Okay? Faire ce protocole-là, ça ne veut pas dire que vous allez être assuré au bout du compte, mais ça peut vous donner le recul pour savoir si oui ou non vous voulez faire une demande officielle. Donc, puis vous sauriez aussi si vous êtes assurable ou non. Fait que comme je vous disais, ce protocole consiste à monter une proposition d'assurance. Fait que c'est vraiment de donner toutes les informations, là, de remplir une demande comme si vous faisiez une demande officielle. Fait que ça prend tous les renseignements médicaux, vos tests génétiques si vous en avez fait. Et une fois que tout ça s'est amassé, ça nous permet d'envoyer la demande aux compagnies d'assurance sans divulguer votre nom ni votre numéro d'assurance sociale. Avec ces informations-là, ça permet de savoir dire bien, nous, on serait prêt à évaluer le dossier, il va probablement être supprimé de temps, et peut-être qu'il va y avoir une exclusion ou ça va être un refus. Donc, ça peut être une façon de faire pour avoir un peu plus d'informations avant de soumettre la demande pour vrai. Donc, en quoi ça consiste? Bon, il faut d'abord effectuer une rencontre individuelle avec votre conseiller financier. Un conseiller financier qui peut évaluer votre situation financière globale. Okay? C'est important, ça, pour vraiment pouvoir faire un portrait complet de votre situation. Ensuite, parce que ce conseiller qui fait de la planification financière va pouvoir vous proposer des solutions si jamais vous n'êtes pas assurable. Fait que pour moi, la différence entre les deux est importante. Donc, cette étape est cruciale pour évaluer les montants de couverture qui sont requis pour votre famille, pour qu'elle subvienne à leurs besoins, exemple, s'il arrivait un décès. Puis ça va être aussi pour savoir c'est quel produit qui correspond à vos moyens, puis aussi à vos besoins, parce qu'il y en a une multitude en assurance. Nous, ce qu'on vous recommande, c'est vraiment des produits d'assurance permanents. Pourquoi? Oui, ça coûte plus cher. Par contre, une fois que vous êtes accepté, vous savez exactement comment ça va vous coûter, puis vous allez être assuré à vie. Alors qu'avec les assurances temporaires, le prix peut augmenter très rapidement. Fait que ça peut être intéressant pour vous d'aller avec vraiment des produits permanents. Puis ça, c'est votre conseiller va pouvoir passer en revue avec vous les différents produits parce qu'il y en a beaucoup sur le marché. Lors de la seconde partie du protocole, c'est vraiment important de divulguer le plus d'informations possible à votre conseiller afin de bien refléter la réalité.
Parce que dans la seconde partie du protocole, votre conseiller va récolter toutes vos informations, mais va aussi faire une lettre d'accompagnement en soumettant votre dossier. Là, je parle toujours sans votre nom puis sans votre numéro d'assurance sociale. Dans cette lettre d'accompagnement-là, c'est important que votre conseiller mette toutes les informations sur votre situation. Les tests génétiques que vous avez faits, le suivi régulier que vous avez, vraiment là, pour pouvoir appuyer votre dossier. Ces lettres d'accompagnement-là sont ajoutées à votre dossier puis envoyées à la tarification. Fait que le dossier, dans ce temps-là, est étudié plus profondément. Ça vaut vraiment la peine de le faire. Puis, je vous conseille aussi de demander à voir cette lettre-là avant qu'elle soit envoyée pour que ça corresponde à votre situation, à vous, puis que le conseiller a vraiment bien traduit qu'est-ce que vous lui avez donné comme renseignement. Donc, une fois que tout ça c'est fait, dans le fond, on envoie l'information aux assureurs. Puis là, ça vous permet de voir s'ils vous offriraient d'être assuré sans surprime, tant mieux, avec surprime, ou s'il y aurait une exclusion ou un refus. Par contre, comme je vous disais, ce n'est pas une demande officielle. Fait que le dossier médical n'est pas avec votre dossier. Fait que c'est vraiment important de donner le plus de précision possible, mais ça vous donne le recul, tu sais, vraiment que si vous dites, vous savez les conséquences si vous faites une demande officielle, mais au moins vous allez déjà avoir un petit peu plus d'informations. Il faut faire attention aussi parce que les assureurs vont demander des tests sanguins, tests d'urine, tests de tension artérielle. Fait que ça non plus, on ne peut pas le contrôler lorsqu'on fait la partie, là, le protocole dont on vous parle, parce qu'on n'aura pas ces tests-là à ce moment-là. Okay? Ensuite, je vais vous donner un cas qu'on a fait, donc que vous allez voir que la personne a réussi à être assurée. C'est vraiment un cas réel qui a été, dont je vous parle. Fait que je vous mets en situation. C'est un homme de 56 ans qui veut s'assurer en vie et en maladie grave. L'état de santé de monsieur, il prend de nombreux médicaments, il fait de l'apnée du sommeil, il a une phlébite dans la jambe gauche. Premier courtier qu'il rencontre, le courtier lui recommande « Vous n'êtes pas assurable, on ne fera pas de demande. » Donc, monsieur dit « OK, c'est bon. » Donc, il n'y a aucune demande qui est soumise à l'assureur. Son conseiller voulait en savoir plus quand il nous a rencontrés pour savoir si on pouvait l'aider davantage. Fait que, dans le fond, notre conseiller a examiné un peu vraiment sa situation. Il a fait le tour là, au complet de A à Z, puis il a écrit une lettre d'accompagnement qui mettait en lumière, dans le fond, que monsieur était suivi de façon très régulière avec son médecin, qui utilisait l'appareil spécialisé pour son problème d'apnée du sommeil. Fait que le dossier a été envoyé en tarification préliminaire à 3 assureurs, comme dans le protocole, donc sans nommer son nom, sans nommer son numéro d'assurance sociale. Et voici la réponse des assureurs. Donc, la première réponse de l'assureur, si le client est suivi de façon régulière et que sa condition est contrôlée, il sera accepté sans surprime. Nous pouvons aller jusqu'à 200 % de surprime dans un cas sévère de l'apnée et ou de la phlébite. Si le client n'est pas suivi régulièrement par un médecin, cela peut aller jusqu'au refus. Donc, en voyant ces réponses en main, bien, le client il a décidé de prendre la décision qu'il était prêt à faire une demande officielle pour voir s'il serait assurable. À la lumière de ces informations, M. X a fait la demande d'assurance puis a été accepté avec une surprime de 150 % en assurance vie et en maladie grave. Donc, au lieu d'avoir aucune assurance, il y a quand même eu une assurance de 300 000 en assurance vie puis 45 000 en maladie grave. Fait que monsieur, il a évité un gros stress, dans le fond, de ne pas être assuré en cas de décès ou de maladie grave. Ensuite, comme on l'a vu précédemment, là, dans le fond, les compagnies d'assurance se basent sur la gestion du risque pour voir si vous êtes assurable ou non. Je sais qu'ici, plusieurs d'entre vous y ont passé un test génétique afin d'identifier si vous étiez porteur ou porteuse de la mutation du gène BRCA. Ce que je veux mettre en lumière ici, là, dans le fond, c'est qu'aux yeux des assureurs, si vous êtes porteur de la mutation du gène BRCA, suite aux informations que vous avez reçues lors de vos tests génétiques, vous représentez donc un risque plus important de développer un cancer que la population en général. D'ailleurs, la statistique que je vous montre à l'avant, vous la retrouvez dans votre livre ici, « Consulter en génétique, cancer du sein ou de l'ovaire ». Okay? Il y en a à l'avant aussi, si vous n'en avez pas, ne gênez-vous pas à le prendre en sortant. Dans le fond, le rôle de votre conseiller, c'est de mettre en lumière tout ce que vous avez fait pour les actions que vous avez prises pour faire face à ce risque. Parce que, comme on disait, vous avez un risque de niveau plus élevé, donc dans sa lettre d'accompagnement.
Ces actions, ça peut être un suivi médical régulier ou toute autre recommandation que le médecin a faite pour vous. Donc, si votre suivi médical n'indique rien d'anormal, bien, c'est important de le dire lorsque vous faites votre demande dans la lettre d'accompagnement. Par contre, même si vous n'êtes pas porteur du gène BRCA, il faut se rappeler la raison pour laquelle vous avez été sélectionné pour faire des tests génétiques. Vos antécédents familiaux de cancer seront pris en compte lors de votre souscription d'assurance, au même titre qu'une personne qui n'aurait pas fait de test génétique. Fait que maintenant, je vais vous parler d'une solution B aussi, si vous n'êtes pas assurable, mais je vais vous donner des conseils par rapport à l'assurabilité de vos enfants. Et l'assurabilité de vos enfants le plus tôt possible, et particulièrement à l'aide d'un produit permanent. Si vous allez dans le livret du CHU de Québec intitulé, encore une fois, « Le conseil en génétique, cancer du sein ou de l'ovaire », vous allez retrouver cette statistique-là ici, qui dit que, dans le fond, si vous avez hérité d'une mutation dans l'un de vos gènes BRCA, vous avez une chance sur 2 de le transmettre à votre enfant, et ce risque est le même pour vos fils et pour vos filles. Donc, pourquoi je vous parle d'assurabilité de vos enfants? C'est parce que l'assurabilité de nos enfants est pas mal plus facile à aller chercher que lorsqu'on est adulte. Et ça peut être pour vos petits-enfants aussi, ce dont je vous parle. Donc, je vous conseille de les assurer très tôt pour garantir l'assurabilité future de vos enfants. Je vais vous montrer un petit peu plus tard, il ne pose que 4 questions pour l'assurabilité de vos enfants. Donc, c'est beaucoup moins complexe que lorsqu'on est adulte d'obtenir une assurance. Aussi, malheureusement, on ne peut pas prévoir le comportement de nos enfants plus tard et savoir s'ils vont être assurables. Par exemple, consommation excessive d'alcool, consommation de drogue. On ne veut pas que ça arrive à nos enfants, mais ça peut arriver, malheureusement. Aussi, exemple, à 18 ans, votre enfant commence à conduire, il prend un ticket pour un excès de vitesse, plus assurable. Donc, tu sais, quand je parle de comportement futur et d'assurabilité future, ce n'est pas seulement le fait des antécédents familiaux, c'est tout ce qui est comportement et habitudes de vie. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que plus on assure les enfants tôt, moins la prime est élevée. Fait que plus vous le faites rapidement, moins ça va vous coûter cher. Puis avec les produits permanents, vous pouvez faire aussi l'option d'assurabilité, l'option d'assurance libérée après 20 ans. Ça veut dire que vous payez votre prime, dans le fond, pendant 20 ans. Exemple, vous prenez une assurance vie permanente pour votre enfant à 5 ans. Bien, à 25 ans, la prime va être payée, puis votre enfant va être assuré à vie. Donc, ça peut être intéressant. Vous pouvez aussi aller dans des produits qui offrent la possibilité d'avoir un capital d'essai qui croît avec le temps. C'est quoi un capital d'essai qui croît avec le temps? Dans le fond, lorsqu'on souscrit une police d'assurance vie, on souscrit pour un certain montant. Il y a certains types d'assurances qui vont reverser des participations dans l'assurance. Fait que, si, exemple, on s'assure pour 100 000 aujourd'hui, donc les participations, ça, c'est les bénéfices de la compagnie d'assurance. Il y a vraiment plusieurs choses qui sont versées dedans. Bien, avec le temps, le capital d'essai va croître. Donc, on a tous un exemple où peut-être nos parents ou nos grands-parents nous ont acheté une police d'assurance quand on est très, très jeune, exemple, 1 000 $. Puis aujourd'hui, ce 1 000 $-là vaut pratiquement rien là, en cas de décès. Fait que si on a une police d'assurance qui est achetée très jeune, mais que le capital d'essai grandit avec le temps, bien, au moins, la police d'assurance va continuer à suivre, dans le fond, le coût de la vie. Ça peut être payé à vie, mais moi, je vous conseille de la payer en 20 ans. Oui, en permanente, exactement, pour après ça, puis avoir de primes à payer là, plus tard. Oui. Les participations vont continuer à être versées dans la police d'assurance, mais quand on paye en 20 ans, on ne peut plus faire des dépôts supplémentaires dans la police une fois que les primes sont finies de payer. Je ne sais pas si je suis trop dans le technique, là, mais il y a beaucoup d'avantages à ces produits-là, puis ça vaut la peine de le payer dans un plus court laps de temps. Évidemment, c'est des produits qui sont plus onéreux parce que c'est vraiment le haut de gamme de l'assurance. Par contre, le fait de pouvoir assurer à vos enfants une assurabilité future, je pense que ça vaut le coup, qui est relié à ça.
Parce que quand vos enfants vont atteindre l'âge adulte, puis exemple, ils vont s'acheter une première maison, vont souscrire à une police d'assurance, ils vont devoir faire exactement les mêmes questionnaires que vous êtes en train de faire présentement. Fait que vous pouvez, si vous arrive quelque chose ou arrive quelque chose à votre conjoint, ils vont devoir déclarer ces choses-là, puis ils vont avoir des strikes à leur dossier en cas de maladie. Alors que si vous le faites jeune, bien, vous allez éviter ces situations-là désagréables. Justement, les enfants, est-ce qu'ils doivent déclarer que, mettons, on a eu un test génétique? C'est comme une information aussi, même si on n'a pas... Non, ils vous posent 4 questions, je vais vous les montrer. Juste dans une petite minute, je vais vous montrer ça, madame. Puis aussi, un contrat d'assurance-vie dont je vous parle, là, la permanente, vous pouvez, dans le fond, l'utiliser à plusieurs fins. Exemple, vous avez une police d'assurance, vous êtes le propriétaire, l'enfant est l'assuré, mais vous êtes le propriétaire. Les participations sont versées dans le compte. Vous allez à la retraite, puis il vous manque un petit peu d'argent, dans le fond, annuellement pour subvenir à vos besoins ou vous voulez vous payer un gros voyage à la retraite. Vous pouvez aller vous-même ressortir, dans le fond, les participations qui sont dans cette assurance-là, puis vous en servir pour vous, tant et si longtemps que vous êtes propriétaire. Mais l'assurance reste toujours active, dans le fond, parce que ces participations-là vous appartiennent dès qu'elles sont versées dans le compte. Fait que l'enfant reste assuré, puis vous avez sorti de l'argent. Votre enfant atteint l'âge de 25 ans, veut s'acheter une maison, n'a pas réussi à mettre la mise de fonds de côté. Vous pouvez décider, bon, bien, moi, je vais sortir les participations de ma police, puis je vais lui donner pour qu'il puisse avoir sa mise de fonds. Moi, un petit truc, si vous n'êtes pas assurable, ça peut aussi servir comme police d'assurance-vie pour vous. Exemple, vous prenez une assurance-vie comme ça, permanente pour votre enfant, puis à votre décès, vous dites à votre enfant, bien, dans le fond, les participations qui ont été accumulées, utilise-les pour payer les funérailles et subvenir à tes besoins là, pour les années futures. Donc, il y a comme plein de choses, il y a une grande souplesse par rapport à ces produits-là. Je ne vais pas vous les expliquer techniquement, mais il y a beaucoup d'avantages à ça, même s'ils sont plus onéreux pour vous d'aller chercher ces produits-là. Oui? Est-ce que c'est la même chose que valeur de rachat? Non. Non, hein? Non. OK. Une valeur de rachat, quand vous la prenez, la police n'est plus active. Ça, c'est comme déduit de... C'est ça. Fait que là, non. Puis c'est pas tous les assureurs qui font ce type de produit-là dont je vous parle. Fait que ça se peut que vous n'ayez jamais entendu parler parce que votre courtier avait tout simplement pas ce produit-là dans sa gamme de produits, tout simplement. OK? Donc, c'est ça. Les 4 questions qui sont posées à vos enfants lorsqu'on souscrit à une police d'assurance. A-t-il déjà consulté un médecin, reçu des soins ou subi des examens relativement à l'une des affections suivantes, perte de la parole ou l'ouïe, de cécité, de diabète, de troubles cardiaques, de cancer, du sida ou d'infection par le VIH? A-t-il déjà souffert de toute anomalie congénitale ou de toute maladie héréditaire? A-t-il déjà une proposition d'assurance-vie ou d'assurance maladie grave sur sa tête qui a été refusée? L'enfant assuré a-t-il l'intention de voyager hors du Canada ou des États-Unis au cours des 3 prochains mois? Fait que ces questions-là se ressemblent d'un assureur à l'autre, ne sont pas textuellement ça. Là. Jusqu'à quel âge il est considéré comme un enfant? 18 ans. C'est 18 ans, c'est que le Canadien, c'est pas 21 ans. Non, c'est ça, 18 ans. Donc, c'est pour ça que le plus tôt possible que vous assurez vos enfants, moins la prime va être élevée, puis plus vos chances que l'enfant soit assurable le sont avec ces questions-là, même si vous n'êtes pas assurable. Fait qu'en résumé, si je résume tous les conseils que je vous ai donnés aujourd'hui, je vous conseille de demander des conseils à un conseiller qui peut évaluer votre situation financière vraiment globale. Parce que, advenant que vous ne soyez pas assurable, peut faire en sorte de vous aider aussi là, en cas de besoin ou en cas de décès. Je vous conseille aussi de demander à un conseiller qui comprend votre situation, puis l'impact de vos tests génétiques pour les assureurs et utiliser le protocole dont je vous ai parlé. Donc, votre situation peut être particulière. Je pense que c'est important que la personne avec qui vous faites affaire la comprenne très bien pour pouvoir vraiment vous aider dans vos démarches d'assurance. Je vous conseille un suivi médical régulier, justement pour prouver aux assurances, aux compagnies d'assurance que vous prenez au sérieux votre situation, puis que si jamais il arrive quelque chose, vous allez être suivi très tôt là, dans le début de votre maladie. Puis optez aussi pour des produits d'assurance permanente. Oui, ça coûte plus cher, mais ça vaut vraiment le coup parce qu'il y a vraiment beaucoup plus de souplesse dans ces produits-là.
puis assurer vos enfants le plus tôt possible là, avec ce que je vous ai montré tantôt. Dans le fond, ça résume un peu toute la présentation, les conseils qu'on vous a donnés.